Pourquoi tu cours? Voici Max Lalonde et Élissa Legault, présentés par le Marathon Beneva de Montréal. Bienvenue à ce tout premier épisode, première édition du podcast Pourquoi tu cours, le balado officiel du Marathon Beneva de Montréal. Je m'appelle Max Lalonde, j'aurai le grand plaisir de faire ça. Cette série balado-là de 10 épisodes avec Élissa Legault. Salut Élissa! Allô Maxime, ça va bien? Ça va, merci de faire ça avec moi, d'embarquer dans ce projet-là du marathon, de présenter un podcast qu'on veut dynamique, qu'on veut informatif, puis surtout qu'on veut une préparation pour ce bel événement-là qui est le marathon. Oui, puis je pense que c'est une bonne idée aussi de le partir aussitôt dans l'été pour justement, comme tu dis, amener des informations aux coureurs, que ce soit des nouveaux coureurs, des coureurs plus expérimentés. Je pense qu'on peut jamais trop apprendre. Non, absolument. Puis on va définir les rôles tout de suite. Là, moi, je suis zéro un professionnel de la course à pied. J'ai commencé ça dans la pandémie alors que j'étais overweight de 40 livres. Puis toi, tu fais ça dans la vie de tous les jours. Fait que résume-nous un peu ton parcours parce que depuis tout récemment, tu as été athlète, mais là, tu es devenu coach. T'es qui? T'arrives d'où? Et pourquoi? En fait, c'est ça. Je cours depuis que j'ai 9 ans. Fait que pour moi, la course à pied, c'est pas inconnu. Puis j'ai spécialisé un petit peu plus dans la longue distance. Je te dirais à partir de 2017. J'ai voulu préparer justement le marathon de Montréal cette année-là. Puis ça a été cancellé à cause de la chaleur. Puis finalement, c'est ça. J'ai fait plusieurs demi-marathons, plusieurs marathons. Je me suis améliorée. J'ai fait partie d'une équipe canadienne sur les championnats du monde en 2022. Wow! Puis, ça fait 3 ans, en fait, comme tu as dit, je coach de façon, au début, très non officielle, si je peux dire. C'était des amis. Ouais, exactement. Puis, plus ça allait, plus j'adorais faire ça et plus j'apprenais à rencontrer des nouvelles personnes, des trucs comme ça. Fait que j'ai élargi ça un peu dans les derniers mois. Là. Vous allez voir dans ce balado-là, ce qu'on va souvent faire, c'est se poser la question pourquoi tu cours? Parce qu'on va recevoir un paquet d'invités. Puis tu sais, quand on cherchait le titre du podcast, moi, ça m'a popé en tête tout de suite parce que je me suis posé la question pourquoi je me suis mis à courir. Tu sais. Réellement, moi, la réponse est bien simple. J'ai toujours détesté la course à pied. Je trouvais que les gens... Tu sais, je suis un joueur de hockey, je suis un joueur de golf, je joue au baseball. J'ai tout le temps fait des sports d'équipe. Fait que moi, j'ai passé une partie de ma vie, alors que je grandissais avec des amis qui se mettaient à la course à pied, à l'athlétisme, à me demander... Mais pourquoi tu pars tout seul pendant 1 heure? C'est quoi le fun? Pour revenir chez vous? Tu sais, je me disais, pourquoi tu cours? Puis au contact de ces gens-là, j'ai compris pourquoi ils avaient ajouté ça à leur routine de vie. Puis quand la pandémie a frappé, tout a arrêté. Fait que, tu sais, mes sports ont arrêté, ce que je faisais. Et là, on était à la maison avec le nouveau bébé. Puis là, j'ai fait, faut que je bouge, faut que je fasse de quoi. Puis ma blonde qui a couru, qui a fait des demi-marathons, elle m'a dit, essaye les dons, vas-y, va courir. Fait que j'ai pris mes souliers de basket, puis mes cotons ouatés. Et je suis allé courir un premier 5 km dans les rues de Mascouche, puis je suis arrivé après 39 minutes en sueur, en train de perdre connaissance dans le portique de la maison, pas d'eau, rien. J'étais pas préparé. Puis j'ai fait, hey, c'est vraiment cave. Faut que j'apprenne à faire ça, ce sport-là. Puis là, je me suis renseigné, j'ai parlé à des gens qui sont plus ferrés là-dedans, puis j'ai commencé à faire des 3, des 4, des 5 km. Oh, Manéo, j'aime ça. Des 6, des 7. Manéo, t'embarques sur la balance, super. Puis tu sais, puis je le dis, puis c'est pas une... Je suis pas maniaque à propos du poids et de l'image corporelle, c'est pas ça, c'est juste que j'étais pas bien à ce moment-là. Ça t'a permis de te mettre en forme. Tu sais, je bougeais pas. J'étais pas. Fait que là, je voyais les résultats arriver, je fais OK, c'est le fun. OK, c'est peut-être pour ça que je cours, pour aller chercher un meilleur sentiment. Tu sais, je me lève le matin, je me sens mieux, je dors mieux, je dépense de l'énergie. Puis là, un moment donné, bang, 10 km. Un moment donné, bang, 15 km. Là, un moment donné, hop, fais un demi dans les rues, parce qu'avant, c'était comme ça, là, c'était dans les rues. Puis là, quand j'ai fait, puis ça, c'est vraiment, vraiment niaiseux, là, mais quand j'ai fait mon premier demi, après ça, j'ai fait, bon, c'est fait, passons à d'autres choses. Puis j'ai comme laissé faire la course. OK. Puis j'ai recommencé 6 mois après parce que ça me manquait ce moment-là tout seul avec moi. Fait que moi, je vais avoir le rôle du gars qui est pas un professionnel, mais qui aime ça, mais qui a plein de questions. Puis toi, t'es dans la chaise de la pro qui fait ça pour gagner sa vie. Puis la communauté de course... Elle est incroyable au Québec et à Montréal. Totalement. On le voit vraiment, surtout, moi j'aime ça aller là, dans les événements de course, puis le marathon de Montréal, là, tu le vois, les gens sortent dehors sur leur balcon, puis il y a beaucoup, la foule est incroyable là, sur les 2 jours du marathon, là, fait que c'est vraiment un bel événement. Tu as dit que tu as commencé à courir à 9 ans. Oui. Comment c'est arrivé? Je vais manquer une journée d'école. Hein? C'est le prof d'éduc, dans le fond, il recrutait un peu quelques jeunes pour aller faire une compétition entre écoles. Puis ça l'impliquait manquer une journée d'école, vu qu'on allait être sur le site de la compétition. Puis moi, qui était pas très fan de l'école, j'ai dit « Ah ben oui, je vais y aller, tu sais, ça va me permettre de faire ça. »
Puis, il y avait quelques petits entraînements avant la compétition. Là. On avait 9 ans, là, fait que c'était rien de fou. Mais moi, je marchais tout le temps, ça me tentait pas. J'étais avec mes amis derrière le groupe, là, vraiment rien de sérieux. Puis finalement, j'ai gagné une médaille. Fait que moi, ça a été mon why au début, c'était de gagner des médailles. Puis finalement, c'est vraiment ma passion. Puis c'est ma manière, en fait, d'être avec moi-même. Puis le dépassement de soi. C'est toujours, bon, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Puis jusqu'où ça va me mener. C'est important la partie du why parce que tout le monde en a un. T'sais, tout le monde a un why, tout le monde a un... Pourquoi tu fais tel sport? Pourquoi tu as pris telle décision? Puis j'imagine que dans ton parcours de coach, tu dois coacher et des athlètes et monsieur, madame, tout le monde aussi, des gens qui veulent juste le faire pour eux puis que le why de tout le monde, le pourquoi tu cours de tout le monde est différent. Là. Oui, vraiment. Puis j'en vois de tout type. Mais au final, on dirait que ça revient tout le temps au même. C'est souvent le dépassement de soi que je vois dans les gens. Puis la joie de mes athlètes quand ils arrivent à leur but final, après toute une préparation, moi, c'est vraiment ça qui me fait capoter dans le coaching. Il se passe de quoi dans le... Tu sais, j'ai eu la chance d'animer des événements de course dans ma vie. Le Marathon de Montréal, depuis quelques années déjà, d'ailleurs, qui est un événement que j'adore. Je trouve ça le fun. Il y a de quoi de beau. Tu sais, t'entends des histoires. Le monsieur a 77 ans, il a eu 2 cancers. Là, il vient de faire un marathon. Là, tu fais... Ça te donne... C'est toujours des leçons de vie. J'ai animé des Ironman. J'ai animé des compétitions où quand tu vois les gens arriver, moi, c'est une des affaires les plus émouvantes dans la vie. Là. C'est une compétition de course ou de vélo, un triathlon ou peu importe. Là. Puis la personne arrive au fil d'arrivée, puis elle s'effondre, puis elle tombe dans les bras de quelqu'un de sa famille, de ses enfants, puis elle fond en larmes. Puis moi, ça, là, ça te donne un punch dans la gorge. Tu fais aïe aïe. Tu sais, tout ce que tu as à traîner avec toi pendant 2h30, 3h, 4h, puis au moment où tu traverses la ligne, ton corps te lâche, ou à peu près. Puis, tu sais, un message que j'aime dire à mes athlètes, puis je le dis à tous ceux qui vont écouter ce podcast-ci aussi, c'est que, tu sais, oui, t'as le jour J qui est le fun si ça va bien, mais ça se peut que ça n'aille pas bien parce que c'est une journée parmi tant d'autres. Ouais, c'est ça. Mais toute la préparation derrière cet événement-là, c'est ça qui est gratifiant au final. Puis tous les efforts, se lever tôt, y aller tard, sur l'heure du dîner, dire non des fois à une bière, tu sais, c'est... Puis moi, je dis pas qu'il faut dire non à une bière. ça dépend de chaque personne. Mais puis ça peut être aussi en contexte. Là. Ça peut être dire non à une bière la veille de ta course. Mais tu sais, si t'es à 3 mois de ton événement, il n'y a aucun problème à dire oui à une bière. Là. Mais c'est parce que Mané, ça devient un objectif. Puis c'est pour ça qu'un événement, mettons, tu mets le marathon, là, le 22 septembre, c'est dans ton calendrier, tu l'encercles, c'est là, tu commences à t'entraîner avant. Tu le sais qu'il y a des situations dans lesquelles tu vas être obligé de dire non ou tu vas être obligé de parce que tu as de quoi au bout. Puis il y a des gens qui feront jamais d'événements de course dans leur vie, qui vont juste courir pour le plaisir comme ça, puis qui vont en retirer ce que ça prend. Mais la journée où la première fois où j'ai mis une date dans mon calendrier, mon premier 10 km, ma perception, elle a comme vraiment changé de cette discipline-là. Puis là, je suis devenu vraiment un freak. Puis on aura la chance d'en parler dans un autre épisode de technologie, stats, apprendre à courir. Là, ça me prenait des souliers. Là, je suis rendu à 500 km avec mes running shoes, ça m'en prend d'autres. Je suis vraiment rentré là-dedans. Parce que je suis un peu intense aussi dans certaines affaires, mais je trouve ça beau. Puis là, tu vois, là, j'ai envie d'en remettre un dans mon calendrier pour ça, pour retrouver ce désir-là de... Pas j'allais dire l'obligation, mais la pression de faire comme si je me prépare pas adéquatement, je l'aurais pas. Je l'aurais pas, puis c'est comme une promesse que tu te fais à toi-même un peu, on dirait. Oui, exactement. C'est vraiment intéressant. Dans ce balado-là, au courant des 10 épisodes, on va parler de plein de choses. On va parler de nutrition parce que c'est super important. On va parler de blessures, préparation physique, préparation pour les grands événements également. Préparation mentale aussi. Préparation c'est important. Préparation mentale. Mon premier boss à la radio, je le salue. Yann Clermont, c'est un gars qui est en Abitibi, qui fait un événement qui est devenu super populaire là-bas, mais qui l'amène à courir entre Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Ils font 117 km à la course sur une période de je sais pas combien de temps, je pense que c'est une journée. Là. Puis lui, il a fait du Ironman, du triathlon. Lui, il a le tatou qui m'a le plus fessé dans la vie. Sur son mollet, c'est écrit Mind over Body, puis il y a la liste des courses qu'il a faites. Puis on en a parlé, puis il m'a dit le nombre de fois où mon corps disait non. On se finit, on se rendra pas. Non, on le fera pas, mais là, c'est ta tête qui embarque. Oui, exactement. C'est la tête qui embarque, qui fait comme on va être capable. On va être capable. On va être intéressant. Puis, tu sais, c'est aussi un aspect à travailler. Des fois, on néglige un peu ça. Là. Ouais. Puis, tu sais, je dis pas pour quelqu'un qui va faire sa première compétition, là, je dirais travailler sur ton physique, les entraînements et tout. Mais quand on veut peaufiner certains aspects, des fois, d'aller travailler avec son mental puis de le rendre plus fort.
définitivement, là, ça peut nous aider en jour de course. Là. Avant de vous présenter officiellement notre invité de cette semaine pour ouvrir le bal du balado Pourquoi tu cours, on se doit, Elisa, de remercier les partenaires Best Buy qui a fourni tout l'équipement technologique pour l'enregistrement de la balado officielle et aussi le complexe JC Perrault pour tous les meubles. Et vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire en louant les glaces. Là-bas, il y en a 2 à Saint-Roch-la-Chigan. Mon petit gars joue au hockey. Là-bas, c'est un endroit magnifique. Persévérance scolaire, ça nous tient beaucoup à cœur. Alors, merci à Best Buy et merci à JC Perrault pour tout ça. Je te laisse présenter notre invité pendant que je remets la feuille à Pag. Oui, donc pour notre premier épisode, Sabrina. Sabrina, on peut te présenter comment? Bonjour Elisa, bonjour Max. Salut. Merci de m'avoir aujourd'hui. Alors, on m'a posé la question avant d'arriver, pourquoi tu cours? Ouais. Et en fait, je me suis dit qu'avant de répondre directement à cette question, j'avais envie, ou besoin peut-être, je ne sais pas trop, mais de parler de qui je suis. Qui va mener à la réponse de pourquoi tu cours. Normalement, absolument. Sabrina Fellal, qui es-tu? Alors, je me définis en tout cas comme une runneuse master. Je précise souvent master parce que ça donne un petit peu l'âge que j'ai, parce que j'ai commencé à courir de la manière dont je cours assez tard dans ma vie. OK. Mais avant de courir, j'aime bien faire cette espèce de parallèle, parce que c'est comme ça que je vis la course à pied. J'ai dansé longtemps dans ma vie, je danse depuis l'âge de 4 ans. Okay. J'ai fait du ballet classique, puis jazz pendant presque 15 ans, puis ensuite j'ai été explorer un petit peu d'autres danses, du flamenco, des danses de couple. J'ai découvert le tango à Montréal en 2010, ça a été un coup de cœur pour moi. Et en fait... je pense que la pandémie a eu une grande part de responsabilité, mais avant la pandémie, il m'arrivait d'aller courir un petit peu comme tout le monde pour sortir de mon ordinateur, parce que ça fait du bien. À l'époque, j'avais ni application, ni montre intelligente, donc c'était genre je vais faire 3 tours de parc et je rentre à la maison. Ouais. C'était aussi simple que ça. Je m'inscris à un semi ou 2, parce qu'un semi, quand on le finit, on est encore vivant, tout va bien, on peut marcher, c'est parfait. Sans aucune, je dirais... goal de temps, où c'était vraiment pour le simple plaisir de... Exactement. Les choses n'ont pas tant changé, mais on va y arriver. Et voilà. Et donc, en ayant dansé, comment dire, je pense que j'ai retrouvé dans la course à pied cette espèce de, je dirais, de rythme avec les pas... pas le bruit, mais le son des pas, la respiration, etc. C'est comme cette cadence, en fait, elle donne une espèce une autre mélodie, au final, pour moi. Totalement. Et puis, un autre parallèle que je trouve intéressant, quand on va dans des courses en tant que spectateur, et tu vas peut-être sourire, Elisa, mais qu'on a tous hâte de voir ces élites passer, j'ai le sentiment, une fois de plus, qu'on retrouve ça, parce que la manière dont ils courent, leur stride, c'est tellement beau à voir. Exactement, c'est gracieux. On pourrait presque fermer les yeux quand ils passent en peloton. Le son là, de leurs pas. Oh, je trouve ça... Ça a tellement l'air facile, en plus. Oui, ça a l'air facile. Et pourtant, quand j'ai connaissance de leur vitesse, honnêtement, moi, ça dépasse un peu mon entendement. J'ai essayé un jour de réaliser en vélo, en vélo, hein, parce qu'à pied, je ne suis pas capable d'avoir des paces pareilles. En courant, c'est pas possible. En vélo, ça m'a permis de réaliser à quel point c'était rapide. C'est fascinant. Mais voilà, c'est ça. C'est juste pour dire, quand on les voit passer, c'est juste là. C'est mélodieux, c'est une autre chorégraphie. C'est ça. C'est majestueux. Et c'est comme ça que je vis ma course à pied. Mais pourquoi tu cours? Eh bien, je cours pour plein de raisons. La manière dont je cours aujourd'hui est relativement récente, c'est-à-dire depuis à peu près 2018. Ouais. Si en fait, cette date, elle est cruciale pour moi, c'est parce qu'avant, certes, je courais pour le plaisir, mais je courais seule. Okay. Et en 2018, je décidais d'aller m'inscrire dans un groupe d'entraînement de femmes. Il s'avérait que c'était un groupe de femmes. Comme une autre course? Non, même pas. C'était vraiment un groupe d'entraînement. C'était au centre Pierre Charbonneau. La coach était une femme magnifique. Enfin, c'est toujours une femme magnifique, je pense. C'est quelqu'un qui entraînait, qui était, je pense, coach de sport pour le SPVM. Donc, je pense, je ne sais pas si elle travaille encore là-bas, mais j'imagine que oui, parce qu'elle est encore jeune. Et à l'époque, je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, le fait de m'entraîner avec des femmes, on a probablement des conversations différentes, parce qu'on est là pour des femmes, avec des femmes, avec des problématiques de femmes, entre guillemets. Et je suis convaincue que ça a eu probablement
un impact sur comment est-ce que je vis encore ma course à pied aujourd'hui, hormis le fait que j'ai dansé avant, etc. Si, également, il arrive que les gens me posent la question depuis quand tu cours, etc. Et j'ai donc tendance à répondre de cette manière parce que avant de courir, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Si j'exclus la danse, j'ai fait du handball pendant 4 ans en sport-études dans mon pays d'origine en France. Et j'ai fait du basketball pendant 15 ans jusqu'à la fin de l'université. Alors oui, on ne court pas de la manière dont on court en course à pied, mais la course fait partie, je dirais, intégrante de l'entraînement finalement, parce qu'on avait des échauffements. J'avais un coach qui était pas mal... des tours de gymnase, on en a fait pas mal... Ça a toujours été là un peu. Toujours été là un peu, exactement. Mais après, s'entraîner aujourd'hui pour se dire, OK, je vais faire mon marathon ou mon semi en tant de temps, ou je vais essayer de m'entraîner pour un 5K rapide, ça c'est quelque chose de relativement récent. Et voilà, c'est juste beau de se voir, même à un âge, entre guillemets, comme le mien, j'ai 47 ans, voilà, j'ai 47 ans. De voir que même à 47 ans, on peut grandement évoluer si on le faisait de manière intelligente quand même. C'est ça, et voir que d'une année sur l'autre, on fait des choses qu'il y a encore 5 ans, si on m'avait dit que j'avais fait, que je ferais certaines courses, j'aurais ri, j'aurais probablement ri. J'aurais dit, non. Là, tu reviens de Boston, c'est ça? Ouais, j'ai eu la chance de courir Boston il y a un petit peu plus de 4 semaines maintenant. Le temps passe tellement vite que... Oui, c'est ça. Un peu plus d'1 mois déjà. Wow. Et c'est pareil, si on m'avait dit il y a 5 ans que je courrais Boston dans 5 ans, j'aurais probablement dit non. Parce que je veux dire... Parce qu'il faut se qualifier pour Boston. Absolument, et parce que je voyais ça comme quelque chose de pas facile. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais je voyais ça plus lointain. Puis on a tendance à se dire... avec l'âge qu'avance, quand on regarde les temps de qualification, on peut dire 50 ans, ça va être faisable. Et en fait, je me suis qualifiée à Chicago en 2022. J'ai fait un temps que je ne pensais pas faire. Je ne m'étais pas entraînée pour ça. Et c'est la preuve que parfois, il y a des jours comme ça où on se sent bien et on va plus vite. Et puis, je pensais que c'était un problème de GPS au début. Et puis, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis dit, non. On s'en va à Boston. Exactement. On s'en va à Boston. Et voilà, et c'était fantastique, et c'est toujours fantastique, et je suis très, très fière de moi. Cet événement-là est devenu mythique rapidement, je pense, dans la tête des gens à Boston, surtout pour le Québec. Oui, il y a eu les événements tristes du marathon de Boston, mais il y a la proximité aussi, et tout ce qui se rattache à cette course-là. Tout le monde qui le fait me dit que c'est une course qui est exceptionnelle. C'est un peu le Graal du coureur, entre guillemets. Moi, j'ai connu des gens qui qui s'entraînent dans l'unique objectif de faire Boston, finalement. Après, avec mon amoureux, Mike, nous, on est partis dans une optique, et d'autres personnes aussi, de se faire tous les majors, par exemple. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Exactement. Les majors étant à Hawaï, Boston? Non. Malheureusement, il n'y a pas d'Hawaï. C'est pas Hawaï? Non. Va falloir que tu me les donnes. Je peux te nommer toutes les majeures au golf, pas à la course encore. Va falloir que tu m'aides. En es-tu un au golf, toi? Hawaï, non, pas encore. OK. Pas encore. C'est lesquels pour voir les majors à la course? T'as Boston, Tokyo. Mon Dieu, je suis pas très bonne. Moi, Chicago, New York, Berlin et Londres. C'est ça. Voilà. Wow. Voilà. C'est des belles destinations. Donc là, il y en a 3 de faites. On espère Berlin l'année prochaine, a priori. Puis ensuite, j'aimerais pouvoir finir à Londres, parce que Londres, ça a l'air tellement festif que je veux avoir. Parce que lorsqu'on les finit, on a son petit trophée, finalement, une autre grosse médaille. Une grosse médaille avec les 6 c'est ça. Qui regroupe pour ceux qui ont accompli les 6. Voilà, ceux que t'es pas capable de nommer. Là. Ouais, c'est ça. Tu vois, celui-là, ça va être écrit dessus directement. Voilà, ça c'est le prochain à rajouter dans la liste. Il faut que je m'en rappelle. Tu as parlé du groupe d'entraînement. Moi, c'est une chose qui me fascine maintenant, à quel point les communautés sont devenues populaires, les communautés d'entraînement, les communautés de course, des groupes de course, les 6 AM Run Club, le Run le Mile le midi, le Friday Run Club. Il y en a plein. Ça fonctionne. Il y a un grand besoin pour ça, je pense, de courir en gang. Je pense que la pandémie a vraiment son impact dans j'appelle ça ce papillonnage, parce que ça a vraiment papillonné, c'est comme ça que je le vois dans la ville. Aujourd'hui, on peut courir tous les jours de la semaine, le matin, le midi, le soir, dans à peu près tous les quartiers de la ville. Si on veut courir pas seul, on devrait avoir le choix aujourd'hui, vraiment. Oui. Ouais. Puis, mettons, est-ce qu'il y a des... Comment tu fais un peu pour choisir ton club? Y a-tu des critères, des fois, ou pour approcher? Alors, c'est une bonne question.
évidemment que quand c'est proche de la maison, je me dis, pas d'excuses là, Sabrina, tu peux y aller. Ok, c'est 6 heures, mais bon, je me lève une demi-heure avant, on s'habille vite, un petit verre d'eau et hop, on est parti pour faire... Ça reste un run social, donc ça reste un run avec un pace relativement social. Je veux dire, voilà, on est là. Vous avez trouvé des gens qui ont des objectifs, des fois qui sont similaires, absolument, ou juste d'échanger puis de partager. Ça fait du bien de voir des gens, de discuter, mais... Il va m'arriver effectivement, et je pense que j'ai un peu cette réputation aussi d'aller courir dans d'autres endroits, voire beaucoup d'autres endroits de la ville, parce que, ça me fait découvrir des quartiers où j'irai certainement pas seule. C'est vrai. Ou pas, enfin, en tout cas, probablement pas seule là-bas. Et puis découvrir aussi d'autres profils de coureurs, parce qu'il y a vraiment des groupes qui ont des profils, étonnamment, c'est comme ça, des profils de coureurs différents. Il y a des gens qui sont vraiment plus petite distance. Lorsque j'ai connu un groupe qui courait le jeudi, et qui court toujours le jeudi à l'époque, maintenant il court sur le quartier du Canal, c'était, et c'est toujours, même si c'est un petit peu changé avec la pandémie, un groupe de course qui avait des coureurs qui étaient a priori plus des coureurs de longue distance, voire d'ultra. Et j'avais des conversations particulièrement intéressantes, parce que c'est quelque chose à l'époque que je ne connaissais pas, et j'ai appris énormément en discutant avec eux, par exemple. Donc, non seulement je découvre un quartier et parfois des sacrées côtes où je me dis, OK, toute seule, je l'aurais peut-être pas faite, cette côte. En groupe, ça passe mieux. Mais j'ai aussi appris un certain nombre de choses sur leurs expériences à eux, certes, mais qui, moi, m'a donné aussi des petites idées, des puces à l'oreille. J'ai rajouté des courses éventuellement. T'en as fait des ultras? Oui, j'en ai fait. J'ai fait des ultras en trail d'abord. Et en fait, ça pourrait surprendre, mais j'ai commencé par des ultras avant de me rendre au marathon de route. Ah oui. Je reste convaincue que mentalement, ça a dû m'aider. C'est ce que je pense. Et justement, je dois mon premier ultra à, entre autres, ces gens, ces coureurs qui sont devenus des amis avec qui j'ai eu la chance de discuter. Je pense que le fait de discuter, ça a peut-être démystifié un petit peu. Qu'est-ce que c'était qu'un ultra? Mais non, mais non. Non, mais tu dis, on se rend. C'est juste moi. C'est ça. Je pense qu'en ultra, on a une autre mentalité aussi. C'est peut-être pas exactement la même mentalité qu'en course de route dans un trail. Et l'idée, c'est de se rendre, parce que mon temps va finalement être un temps pour moi. Mais à l'époque, on avait des points ITRA. J'aurai exactement les mêmes points ITRA que le premier ou le troisième. Et le dernier aura le même point, en fait. Ça marche par points entre la distance et le dénivelé. Il y a comme un ratio qui se fait. Alors bon, si je peux aller vite, c'est très bien, tant mieux pour moi. Mais si j'arrive dans le cut-off en ayant mangé comme il faut, en ayant fait ça à mon rythme, selon comment je me suis entraînée, c'est très bien. Et voilà, et on arrive, et on est tout aussi fiers de soi en passant l'arrivée. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup ça dans la course, des fois, de voir des événements et faire « Oh my God, ça a l'air inaccessible ». Puis là, à t'entraîner, tu te rends compte que finalement... Puis ça a dû t'arriver aussi dans les moments où tu as passé à t'entraîner de faire « Hey, ça, je suis capable de faire ça. Hey, ça, je suis capable de faire ça. Hey, ça. » Ça a commencé par ton temps à Chicago, mais quel bel outil et quelle belle discipline pour se découvrir nos limites. Là. Complètement, parce que c'est quand même pas courant de commencer à courir et de se dire « Ah, il m'en reste plus que 60. Allez, c'est ça. C'est ça. » Peut-être de l'autre côté, j'en ai fait 5. Mais exactement, moi, c'est comme ça que je le vois. Ah, allez, plus que 60. Plus que, parce que le reste est derrière. Mais après, c'est peut-être comme ça que c'est ma manière de me motiver à moi. Mais oui, c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on passe des distances, et évidemment, quand on fait... Mon premier, ça a été mon 65 officiel, mon 65 à Ricana. Et je me suis dit, voilà, c'est parfait. Il était où, celui-là? À Ricana, dans la Malbaie, l'UTHC. Wow. Il est quand même très, très populaire au Québec. Il est tellement populaire que je dirais, à part le 125, les autres distances sont relativement sold out rapidement. La course à pied, que ce soit en trail ou en route, est de plus en plus populaire. Et même les ultras, maintenant, les gens commencent un petit peu à se frôler un petit peu à des distances comme un 50 de route, parce qu'on commence à partir de 50, je dirais, un ultra. Souvent, les gens disent « Oh, de l'heure d'un marathon, 43, c'est bien. » Mais 43, ça n'existe pas vraiment. Donc, à partir de 5 ans, déjà, on peut s'appeler ultra-marathonien. Et puis, c'est ça. Mais voilà, on passe 65, on se dit « Je suis capable et tout. » Pas de bobo, allez, on va rajouter une petite coche, on se rajoute, on essaie de faire un 80. Moi, je me suis dit, tiens, peut-être je vais rajouter encore un petit peu plus. Donc, j'ai fait le 100
mais c'était un 100 en étapes parce que je voulais voir ce que ça faisait 100 dans les jambes. C'était en Gaspésie, donc ça c'était en 2021. J'avais prévu de le faire, c'était supposé être mon premier en 2020, mais bon, 2020, on sait tous ce qui est arrivé en 2020, n'est-ce pas? Et donc, on l'a fait un peu de manière inofficielle à la montagne, ici. On a fait des tours... en 2020, ça. En 2020, pour jusqu'à 50, c'était le 54 normalement, puis on s'est arrêté à 50 parce qu'il faisait très chaud. Puis on s'est dit, voilà, on a fait 50 dans le Mont-Royal, ça se fait. J'ai mangé mes petites patates, parce que j'aime les petites patates quand je cours longtemps, et puis c'était très bien. Mais c'est là que je me suis dit, je vais peut-être me mettre à l'épreuve. Et donc j'ai changé cette distance au final de Gaspésia, lorsqu'il a pu avoir lieu en 2021. Je me suis dit, je vais faire le transpercé 100. Et donc, j'ai fait le transpercé 100. Et voilà, c'était pas facile, je vais pas le cacher, le dimanche matin au départ. Parce que si tu nous expliques transpercé 100, ça consiste à... Alors, ça consiste à courir, c'est à peu près une centaine de kilomètres. Bon, je me suis perdue, donc j'ai fini avec 107 au total, mais ça consiste à courir le vendredi soir sur l'île qui est juste en face. J'ai un blanc, mais c'est l'île Bonaventure, c'est ça. Bonaventure, oui. Mais là, c'est comme une aventure, en fait. Au final, on prend le bateau, on court sur l'île Bonaventure. Là, c'est 13 km, si mes souvenirs sont bons. Ça, c'est la toute première étape. Et en fait, on a le sentiment qu'en rentrant, on va faire... Non, on ne fait pas dodo parce qu'en fait, le départ est à 4h30 le matin, le lendemain. Donc, le temps de rentrer, manger un petit morceau. En Gaspésie, il fait jour à 3h du matin. Moi, je me suis levée à 2h30 et j'ai vu le soleil se lever. C'est fascinant parce qu'on est quand même assez haut. C'est sûr. Et donc, voilà. Donc, je ne cache pas que je n'ai pas vraiment dormi parce que je pense qu'on a un peu l'adrénaline de la veille, l'adrénaline de ce qui arrive, etc. J'ai pris la navette et puis voilà, je me suis rendue sur le départ. Et là, c'est la partie ultra, donc ce 54 km qui m'a fait 57. C'est des choses qui arrivent. Enfin, voilà, on se perd dans les bois, on peut se perdre, c'est ça. Et puis voilà. Et après ça, eh bien, on rentre à la maison, on essaie de nettoyer toute la boue parce qu'il y avait beaucoup de boue, mais je pense qu'il y a toujours beaucoup de boue en Gaspésie dans les sentiers. Voilà, ça fait aussi partie du charme de la Gaspésie. Et là, on se reprépare mentalement pour repartir le dimanche matin à 5h du matin. Il aime donc lever vers 2h30, 3h, histoire de manger un petit gruau qui passe pas vraiment, parce qu'on est fatigué. Mais dans ce genre de situation, on réfléchit. Il ne faut pas réfléchir. Non, c'est ça. Il faut s'habiller, manger, partir et pendant qu'on marche vers le départ, se dire mentalement qu'on est reparti pour... là, c'était un 36 km. Mais au final, le 36 est en réalité plus difficile que le 54 de la veille parce que c'est 36 et 2000 mètres de dénivelé. Et on monte pendant longtemps, vraiment. Beaucoup, c'est très pentu. Et voilà. Et au départ, le matin, honnêtement, il y a des gens que j'ai vus la veille et l'avant-veille que je n'ai pas revus. C'est sûr, il doit y avoir un taux d'abandon là-dedans exactement, aussi. Ils se sont dit, non, pas ce matin. Puis tu sais, il n'y a pas de honte à abandonner dans un événement comme ça à un moment donné, parce que quand ton corps arrive au bout, il est au bout. Là. Oui. Tu le sais aussi à un moment donné. Oui, mais je pense qu'il y a un jeu mental aussi, je dis, où si on a la capacité d'essayer d'évacuer ces petites pensées qui passent dans la tête, qui se disent « mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'infliges ça ?» Ma coach au gym, quand je m'entraîne, elle me dit souvent... Quand c'est vraiment, vraiment difficile, elle dit « Reste avec moi, reste dans la pièce, reste ici. » Moment présent. Reste dans la pièce, reste là. Je sais que c'est dur, mais reste dans la pièce. Puis ça, là, le reste dans la pièce, je suis tellement capable de l'imager parce que souvent, tu pars dans « Pourquoi je fais ça? » Puis là, on dirait que tu sors de ce que tu es en train de faire présentement. Puis ça permet de faire... Tu sais, dans des moments, comme tu as mentionné, te perdre en course. C'est quoi le sentiment de faire comme « Hey, je suis perdu. » Moi, j'avais eu de la chance quand j'étais perdue. Je suivais un monsieur qui était devant moi, qui avait eu la merveilleuse idée, que je n'avais pas fait, de rentrer en fait le GPX. Donc, il avait rentré toute la route dans sa montre. Okay. Et c'est sa montre qui lui a dit qu'il ne suivait plus la route. Et là, il m'a dit, non, on n'est pas sur la bonne route, il fallait tourner quelque part. On n'avait pas vu de petit drapeau par terre, un petit peu caché. On ne l'avait pas vu, effectivement. Seule, je pense que j'aurais peut-être continué loin longtemps et je me serais peut-être rendu compte à un moment donné que ça marche pas, donc je serais revenue sur mes pas. Je suis pas le genre de personne à paniquer rapidement. Enfin, c'est comme ça que je suis. Mode solution.
Oui, c'est ça. Je suis là en mode solution. Qu'est-ce qui se passe? Éventuellement, j'aurais téléphoné, j'aurais appelé quelqu'un, j'aurais appelé, je sais pas, mon amoureux, quelqu'un en disant, bon, OK, voilà ma localisation, exactement. Voilà ma localisation, je suis où, je fais quoi? Et puis voilà, je veux dire, on va se rendre, c'est pas grave, on va se rendre. J'aurais perdu un peu de temps, mais au final, c'est ça. Le but premier, c'est de le finir avec le sourire, d'être fier de moi, parce que je fais ça pour moi. Et puis après, c'est pas grave. Le reste, c'est pas grave. On a parlé de courir en communauté tantôt. Dans courir en communauté, c'est synonyme aussi beaucoup de sécurité. Je veux qu'on l'aborde parce que c'est des choses que moi, je ne vis pas. Le sentiment de ne pas être sécure quand on court, parce que j'ai des amis qui font de la course à pied depuis longtemps, qui me disent, moi, à passer 8 heures, je sors pas, je cours pas dans tel quartier, je vais pas courir seul. Est-ce que c'est encore réel? Est-ce que vous le vivez, les deux, ce sentiment-là, des fois, de faire non? Oui, ben moi, de mon côté, ça m'arrive des fois là, de regretter certains parcours que je choisis parce que des fois, je suis comme t'es tout seul, t'es isolé, puis tu sais, c'est sûr que le cerveau se met à spinner un peu puis imaginer les pires situations. Mais heureusement, tu sais, il m'est jamais arrivé. Mais c'est triste d'avoir ça en tête. Mais je veux dire, en tant que femme, inévitablement, quelque part, on a ça dans un petit coin de la tête, aussi petit soit-il. Mais moi, j'ai la chance, c'est vrai, je l'admets, j'ai la chance de pas souvent courir seule. On court soit à deux avec Mike, sinon j'ai un voisinage de coureurs, je m'en rends compte. Et il m'arrivait à l'époque, quand j'allais à un 6am en hiver, donc il fait nuit quand on sort, de contacter une amie, on se donnait rendez-vous. On est littéralement à un coin de rue, donc moi je vais tout droit, elle va hop, on se croise et on y va ensemble. Et puis, je pense que j'ai donc ce luxe de pouvoir écrire éventuellement à des amis du voisinage et si j'avais le besoin de éventuellement pas courir seul, pas souvent en tout cas. Parce qu'un des buts des clubs de course, c'est de prévenir ça, justement, là, d'avoir le sentiment de sécurité puis de partir courir le soir. C'est une de mes amis qui m'a dit, moi, passer 8 heures, je vais pas courir. Puis, question niaiseuse, moi, au début, je fais, mais pourquoi? Elle a fait, Puis là, j'ai fait, oui, t'as raison. Parce que je passe dans un parc, parce que je passe à telle place, parce que je veux passer là, parce que... On a quand même la chance d'être, je dirais, dans un endroit qui est assez, je pense, assez sécuritaire, mais c'est vraiment, on sait jamais. C'est toujours le on sait jamais, le on sait jamais. Puis des fois, tu sais, moi, je pense à une expérience qui m'est arrivée avant le demi-marathon de Valence. J'étais pas capable d'avoir un Uber pour me rendre au départ. Puis j'étais à 2 km maximum du départ. Fait que je suis comme, je vais faire mon warm-up en même temps, je vais jogger jusque-là. Puis il y avait 2 gars qui sortaient d'un bar parce qu'il était comme 5h30 du matin. Puis je me suis fait suivre. Je m'en allais sur mon départ de course, là. Avant un départ, c'est pas super. Fait que, des fois, il arrive rien, mais c'est juste le stress de... C'est exactement, je pense que c'est vraiment davantage ça, parce que du coup, ça psychote un petit peu, puis c'est pas très agréable comme sentiment. Non, c'est pas agréable, puis c'est drôle, puis je suis content qu'on en parle, parce que pour vrai, c'est des choses qu'on ne vit pas. On a encore du travail d'éducation, entre autres, mais on a encore du travail. Ici, on n'est pas si pire, mais c'est sûr qu'on a encore du travail. Il y a beaucoup aussi dans les clubs de course, dans les communautés de course, la possibilité de rencontrer des gens de partout avec des histoires différentes, avec des corps différents, avec des buts différents, avec des visées différentes. C'est tellement hétéroclite des fois, c'est merveilleux. Oui. Honnêtement, dépendamment... Tout à l'heure, je disais que c'est vrai que je vais avoir tendance à peut-être aller dans des clubs qui sont à proximité de chez nous. Mais on aime et j'aime aller explorer d'autres clubs, etc. Et effectivement, il y a des clubs que je trouve particulièrement colorés. Quand je dis colorés, c'est vraiment en tout point. Il y a un club de course qu'on aime bien aller... on aime bien aller rejoindre sur le canal où là, il y a vraiment des gens de tout âge, tout niveau, avec les chiens. Il y a des gens qu'on a vus vraiment se marier, ils ont eu un enfant, l'enfant maintenant est dans la poussette, hop, l'enfant participe au run, donc il est dans la poussette. Je trouve ça fantastique, honnêtement. Et puis, si on a l'occasion de pouvoir discuter avec eux, avec des histoires tous différentes du pourquoi tu cours, à quels sont les objectifs pour l'année prochaine, les voir éventuellement évoluer. Et honnêtement, c'est super inspirant. Et puis après, on raconte ses propres histoires, ou lorsqu'on est parti dans des courses et qu'on revient les voir, ils ont hâte de nous voir pour qu'on puisse leur raconter nous-mêmes nos aventures, parce que tout le monde a éventuellement la chance soit de courir au Québec, soit ailleurs au Canada, soit voir même à l'étranger. Et puis, ça donne toujours des belles histoires à raconter quand on revient à la maison. C'est ça. Intéressant.
Puis, dans le fond, tu nous as parlé de Boston, tu nous as parlé de Transpercé. Est-ce qu'il y a d'autres expériences de compétition Il y a une expérience, Elissa, oui, effectivement. Il y en a une qui est mémorable et qui va être mémorable longtemps et que je souhaite à beaucoup de personnes de vivre. Bon, c'est long, c'est un ultra de route cette fois, de 90 km. En Afrique du Sud, à Durban. En fait, c'est entre Durban et Maritzburg. Ça s'appelle Comrades et c'est le plus vieil ultra-marathon de route de la planète. Wow. Il a fêté ses 100 ans l'année dernière. C'était néanmoins la 97e édition parce qu'il y a eu des éditions qui n'ont pas eu lieu parce que il y a eu l'apartheid, le Covid, bref, des raisons comme celle-ci. Mais je savais que j'allais dans probablement une expérience qui allait être complètement hors du commun, mais on ne s'attendait pas à vivre ce qu'on a vécu. Et 90 km, honnêtement, c'est long, mais l'ambiance que l'on a eue tout le long, il y a littéralement des gens tout le long de ces 90 km. Oui, c'est incroyable, exactement. Les Sud-Africains ont cette réputation, et c'est pas faux, c'est très vrai, d'aimer danser et chanter. Donc les gens sur le cheer squad, là, ils vont chanter, danser. Et la chose qui nous a vraiment marqué, c'était avant le départ, la veille, on était partis en check-out. Et les gens nous demandent, comme si c'était normal, quel bus tu vas prendre ? Quel bus tu vas prendre ? Nous, on dit, bus, c'est-à-dire la navette pour se rendre au départ. Non. Moi, je vais prendre le bus de 11 heures. Et en fait, ce que j'aurais dû dire, c'est que ce 90 km doit être réalisé en moins de 12 heures. Donc, c'est vraiment 11 heures, 59, 59. Parce que en fait, on a 11 heures 59 et 59 secondes pour le terminer. Si jamais on ne le termine pas, eh bien, en fait, on n'a même pas accès au stade à l'arrivée. Bon, ça fait un peu mal au cœur, mais... Oui, c'est ça. Après autant de kilomètres. Exactement. Il y a vraiment, en plus, il y a comme un compte à rebours des 10 dernières secondes. Et là, il y a à peu près 50 000 personnes qui comptent les 10 dernières secondes. Et ils ferment la porte. C'est ça, exactement. Oui, parce qu'on l'a fini en 10h45. Et donc, on a attendu, en fait, parce que les gens nous disent, non, il ne faut pas partir. Il faut attendre ce compte à rebours. Et donc, on l'a attendu. Moi, j'avais un petit peu mal au cœur parce que je me suis dit, les pauvres, ça veut dire que les gens, ils sont probablement là sur le point de finir, mais ils ne vont pas rentrer. Donc, ils ne rentrent pas dans le stade. Ils n'ont pas de médaille. Voilà, il y a des cut-offs le long du parcours, certes, mais en passant le dernier cut-off, peut-être quelqu'un qui est très fatigué ou qui a peut-être, je ne sais pas, qui a une éventuelle douleur, etc., il peut éventuellement ne pas arriver dans ces moins de 12 heures. Mais si je parlais du bus, justement, quel bus les gens nous demandaient que l'on allait prendre. En fait, le bus, c'est comme un groupe de pacers que l'on trouve en fait tout le long du parcours, dépendamment du temps qu'ils envisagent de faire. Et ce qui était extraordinaire, c'est que donc ils sont à peu près 3-4, et il y a une personne qui a un espèce de tambourin. Un tambourin qui tape sur sa hanche, et en fait ça permet de donner la cadence, et ils font ça pendant, si c'est le pacer de 11 heures, donc le bus de 11 heures, ils font ça pendant 11 heures, donc ils tapent la cadence. On pourrait presque courir les yeux fermés, on tape la cadence, et en fait c'est ça. Et évidemment, si quelqu'un a envie de chanter, quelqu'un va chanter, et puis tout le monde va suivre derrière. Et honnêtement, ça donne des frissons, parce que quand c'est une expérience, dans le fond. Mais c'est extraordinaire, parce que ça a été ça à peu près tout le long, en fait. Et voilà. Donc, si on n'a pas peur, entre guillemets, de faire une course aussi longue, moi, je dis aux gens, ça vaut le voyage, ça vaut l'expérience, parce que c'est magnifique à voir, vraiment. Vraiment. Puis ta préparation pour ça, est-ce que ça avait changé un peu d'un marathon? Comment tu l'avais préparé? Ça, c'était en juin l'année dernière. Au mois de mars, on a participé au TSP, de Speed Project. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non. C'est une course à relais entre Los Angeles et Las Vegas. C'était la 10e édition l'année dernière. Okay. Et d'ailleurs, pour cette 10e édition, il y avait à peu près. Je pense qu'il y avait 4 équipes de Montréal qui ont participé, si mes souvenirs sont bons. Wow. Et ils ont battu un record d'inscription. On était, je pense, une 70aine d'équipes du monde. Vraiment. Là, on rencontre des gens d'Asie, des gens d'Amérique latine, des gens d'Europe. Il y a des équipes qui viennent de France, d'Angleterre, d'Allemagne, Portugal, partout. Quel beau prétexte pour voyager. D'avoir la course, là, justement, puis de faire, je vais dans telle place, l'Afrique du Sud. Complètement. Et puis...
Et puis là, c'est encore autre chose parce que là, on parle de courir, mais quand on fait des courses comme Rats ou comme le marathon Boston, on court entre guillemets seul. Mais quand on fait des relais comme ça, on court seul. Seul, oui et non, parce qu'au final, c'est en équipe. Ouais. Exactement. Et cette expérience d'équipe, elle apporte tellement autre chose. Parce qu'on est fier de soi, certes, mais on est fier de toute l'équipe. C'est sûr. Et on travaille en équipe et il y a une espèce de synergie qui se lance. Et en fait, pour répondre à ta question, il disait, en fait, je m'étais entraînée tout l'hiver pour faire ce TSP. Et on a profité ensuite de cet entraînement pour rajouter du volume ensuite. Okay. Bon, j'ai eu une appendicite entre les deux. Donc oui, j'étais un peu sur la touche pendant à peu près 6 semaines. Mais j'avais confiance dans mon corps et je me suis dit, l'objectif qu'on avait pour Comrades, 90 km, on voulait les faire en sub 10 heures. C'est pas grave. On va les faire, on va le finir. Puis je trouve que 10h45, on s'est très, très bien débrouillé. Et je suis tellement fière de nous parce que, voilà, c'était... Ça vaut tellement chaque dollar investi, là, parce que ça peut paraître comme une dépense, courir, mais c'est un investissement. Ça l'est, mais pas que financièrement, ça l'est en termes de temps parce que jusqu'à ce que l'on commence à s'entraîner correctement, on ne se rend pas compte, je pense, le temps que ça prend, l'investissement, ça devient un lifestyle. C'est vrai. Oui. On organise tout, en fait, en fonction de son entraînement. La longue sortie, on se prépare mentalement un peu 2 jours avant parce qu'on se dit, combien? OK, 32, on va faire ça où? Qu'est-ce que tu as envie de prendre avec toi pour manger? OK, est-ce qu'on prend de l'eau? Combien? Qu'est-ce qu'on prend comme vêtements? C'est vraiment... Et c'est quand même un certain nombre de mois de... C'est juste ça. C'est juste ça. Donc, quand on passe l'arrivée, honnêtement... Moi, je sais que quand j'ai passé l'arrivée à Chicago, je me suis dit... Waouh, déjà, sur le coup. Et après, je me suis dit, tous ces week-ends de l'été où on a fait juste courir, pour faire nos longues sorties, on se levait entre 4h et 6h du matin en juillet parce qu'il faisait très chaud dehors. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a alentour. On va souper avec des amis, veux-tu un verre de vin? Non, je m'entraîne. Tu sais, il y a ces limites-là que tu te mets, puis il y en a d'autres que c'est moindre, mais les limites que tu t'imposes toi-même dans le but de réaliser quelque chose. Complètement. C'est même des fois ne pas aller là, je peux pas, il faut que je me lève tôt demain. Pourquoi? Il faut que je cours 15 km. Puis pour vrai, moi, j'ai déjà des amis, mais pourquoi il faut que... Mais c'est comme ça, il faut. Il est dans l'horaire, il faut. On dirait que quand tu tombes face à face avec des gens qui sont pas dans cette discipline-là, puis que tu essaies de leur expliquer pourquoi c'est barré dans ton horaire, puis il faut que tu le fasses. Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi faut que tu le fasses? Je trouve ça la dualité entre quand tu as mis les pieds dedans, tu t'es équipé, tu as fait une première course, tu as passé un premier fil d'arrivée, ta tête change, puis là tu rencontres des gens qui l'ont jamais fait, puis là ça donne lieu à des super discussions, mais pourquoi tu le fais ça? C'est un commitment, entre guillemets, on s'inscrit, on veut essayer de faire ça, on va dire, le mieux possible, et voilà ce que ça demande, on va le faire. C'est presque un contrat moral, en fait, qu'on signe avec soi-même pour se donner un maximum de chance. Parce que moi, sur la ligne de départ, quand il nous est arrivé avec Mike de pacer des gens, parce qu'on on fait des courses pour race, mais on race pas toutes les courses, attention. Non, moi, il y a des courses pour race et il y a des courses, je m'inscris juste pour le plaisir de courir, pour récupérer. Et puis quand on les fait à la maison, courir Montréal comme ça, c'est tellement magnifique parce qu'on rencontre tellement de gens sur la route. Je pense que je bats mon record de high five, probablement. C'est magnifique. Ah là, mais c'est magnifique. Et donc, les gens qui se sont entraînés, qui sont là à côté de nous, c'est peut-être leur premier semi de la vie, je leur dis, tu t'es entraîné comme tu as pu, tu mérites ta place sur le départ, on va avoir du fun, tu nous suis. En général, je prends de la musique avec moi, c'est devenu un peu ma réputation. J'ai mon petit haut-parleur orange Bose que j'accroche dans mes mains, ma petite playlist, c'est toutes mes chansons parce que je vais crier, c'est ma chanson, mais c'est toutes mes chansons, c'est ma playlist. Et ça détend un peu l'atmosphère. Et puis voilà, on a pacé plusieurs personnes comme ça et c'était magnifique. Et donc voilà, il y a un temps pour s'entraîner et race et essayer de faire quelque chose
de mieux que ce qu'on a fait avant, parce qu'on le fait pour soi. Puis il y a un temps pour avoir du fun. C'est ça aussi la course. Est-ce que la mentalité est différente? Tu sais, quand tu dis une course pour race, est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans la préparation, quand tu arrives à l'endroit de la course le matin? Je pense que c'est surtout la manière dont on se rend sur le départ, en fait. Même si sur le départ, en général, j'essaie de pas me mettre de pression parce que je me dis, OK, trust the process. T'as fait ce que t'avais à faire. Il y a des trucs que j'ai pas fait parce que j'essaie d'adapter un petit peu à comment je me sens aussi. Je suis pas by the book, mais j'ai quand même pas la même pression entre guillemets que quelqu'un qui se dit OK, il faut que je fasse ce temps. Je suis dans cette course pour essayer de faire ce temps. Je vais peut-être pas regarder ma montre pareil que quelqu'un qui effectivement, et je le conçois. Je veux dire, on le fait tous. Essayer de s'assurer que je suis toujours dans le bon pace, pas trop vite, pas trop lent. Voilà, moi, si je regarde ma montre, c'est pour me dire c'est peut-être l'heure de manger une petite barre parce que ça fait 1 heure qu'on court. Même en courant pour le plaisir, il faut quand même manger exactement un minimum. Il faut mettre l'énergie, le sucre pour avancer. Puis le ferais-tu une course race sans montre? C'est un très bon point. J'ai essayé de faire, et en fait j'essaie de le faire encore aujourd'hui, de faire mes easy run sans montre, ou alors si j'ai ma montre, je mets ça uniquement sur ma pulsation cardiaque, mais c'est pour pas avoir ni de temps ni de vitesse, et j'essaie de deviner, entre guillemets, combien je suis. C'est pour avoir une idée de voir est-ce que je suis capable de... Mais c'est pas facile. Parce que tu te connais bien, Ouais, mais parce qu'il y a des jours, on est plus en forme que d'autres jours. Il y a des jours, je suis là, j'étais si lente. Pourtant, je me sentais bien. Ça, là, ça s'explique difficilement. Oui. Alors, bon, voilà. Mais je pense que dans un idéal, on devrait de temps à autre ne pas, parce que j'ai l'impression... C'est ça. Moi, si j'ai pas ma montre, je l'oublie, c'est pas grave. Je me dis, c'est pas grave, je suis partie pour 1 heure, je vais demander l'heure éventuellement. Mais j'ai le sentiment que maintenant, entre les montres, les applications, on a beaucoup de chiffres. J'ai l'impression que peut-être ça cause un peu de stress, voire de l'anxiété chez certaines personnes. Je vois des amis de mon entourage sur ce travail qui éventuellement peut-être cacherait ou enlèverait certaines données pour peut-être ne pas se mettre de pression. J'ai ma physio qui m'a dit qu'elle avait commencé à avoir Strava, puis ensuite elle l'a enlevé parce que inconsciemment, mais c'était conscient quand même, elle avait tendance à se comparer un peu, et du coup elle se trouvait tellement pas bonne assez vite qu'elle m'a dit ça m'a donné trop de stress, donc j'ai préféré l'enlever. Et c'est vraiment c'est intéressant, effectivement. Je pense qu'on a trop de chiffres aujourd'hui. Mais l'être humain est une bébête qui se compare aussi. C'est un sujet qu'on va aborder dans d'autres épisodes cette saison, ce besoin-là, des fois, d'établir des standards. Je me rappelle un événement que j'ai fait à un moment donné, puis je courais à côté d'un monsieur qui était dans la cinquantaine, pas de musique, pas de montre, à rien, il courait. Puis, tout le long, je l'ai accompagné un petit bout, puis je l'ai regardé, puis je me disais, ce monsieur-là, c'est un psychopathe. Je dis, non, mais t'as pas de musique. Moi, j'ai ma musique, j'ai ma montre, j'ai ta vitesse, parfait, ça va bien. T'es pas capable de courir sans musique? Pas capable. En fait, c'est pas vrai. J'écoute des podcasts pour le premier 2 tiers, puis après ça, quand j'arrive il me reste, puis je termine tout le temps avec la même chanson. OK. C'est quoi la chanson? Pour terminer, Fix You de Coldplay. OK. Fix You de Coldplay. Mais c'est niaiseux parce que j'ai mes AirPods, puis là, je coupe, là, je fais... Dis Siri, là, ça fait joue Fix You de Coldplay. Puis là, Fix You de Coldplay part, mais et puis c'est niaiseux, là, mais mettons, je sais que je vais revenir à la maison. Voilà. Elle va partir. Je vais la jouer. Voilà, elle est partie. C'est très drôle. Elle est habitué. Mon téléphone est habitué. Mais c'est drôle parce que je vais calculer, mettons, je sais à partir de... Si je cours dans les rues chez nous, je fais pas mal tout le temps le même circuit. Je sais à partir de où il faut que je la parte pour arriver chez nous au moment où je veux qu'elle soit rendue dans la montée. Les bonnes habitudes. C'est peut-être moi qui est psychopathe. Mais les humains sont des êtres d'habitude aussi, c'est vrai. Quand on sort un peu de ses habitudes et de sa zone de confort, ce qui est pourtant intéressant au final, parce qu'on se teste, mais on est quand même, on aime bien les habitudes, c'est sûr. Mais moi, je cours pas avec je n'aime pas courir avec de la musique. J'ai essayé, mais... Je sais pas, j'arrive pas à connecter, je m'entends pas respirer en fait. Ça, et le fait oreilles, dans le fond, là? Non, c'est ça. Oui, quand je dis de la musique, oui, parce que j'ai mon petit, c'est ça. Et puis on parlait de sécurité, c'est pareil. J'ai le sentiment
même si je suis pas seule, j'ai envie d'entendre l'entourage, entendre ce qui se passe. On sait jamais. On sait jamais. C'est sûr, une voiture, un vélo. Exactement, on sait jamais. Et donc, c'est pour ça que le fait d'avoir le speaker ici, éventuellement, ça me permet d'entendre la musique, de chanter, parce que j'ai envie de chanter, mais également, s'il se passe quelque chose dans la rue, je vais être là, je vais entendre. Qu'est-ce qu'il y a sur le programme pour cet été? Pour cet été, il va y avoir un entraînement pour un marathon que l'on devrait faire à l'automne. Lequel? On ne sait pas encore, c'est un point d'interrogation. Et en fait, ce marathon, il va nous permettre de nous inscrire à un ultra qu'on souhaite faire l'année prochaine, qui est à Cape Town. Wow. Donc retour en Afrique du Sud, mais c'est un autre ultra qui est un petit peu plus petit. C'est 56 km, si mes souvenirs sont bons. Il s'appelle le Two Oceans. Okay. Il est connu pour sa beauté. Il s'appelle le Two Oceans parce que le parcours, en fait, fait littéralement... je ne sais pas si vous connaissez Cape Town, c'est vraiment dans la pointe de l'Afrique du Sud. On y va souvent. Et en fait, en week-end, de temps en temps. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, il vous fait passer vraiment d'un océan à l'autre, tout simplement. Oh, wow. Donc, de l'Atlantique à l'océan Indien. C'est un ultra de route, c'est pas un ultra de trail. Donc, c'est un peu dans le même contexte que celui l'année dernière entre Durban et Maritzburg. Mais... voilà, celui-ci, il était dans la liste et puis il va avoir lieu l'année prochaine et ça va être, j'ai hâte, ça va être beau, mais il nous faut un marathon il faut un marathon récent en fait, dans une période précise. Il faut qu'il ait lieu entre juillet et le début de l'année prochaine pour qu'on puisse officiellement s'inscrire. Donc, est-ce que c'est comme un peu comme Boston, qu'il y a des standards par catégorie d'âge? Oui, absolument, mais bon, dans ma catégorie de jeunes personnes, il me semble que c'est en dessous de 4h30, il me semble, si je dis pas de bêtises. Okay. Donc non, ça va être gérable. Ça devrait être gérable. Bon, c'est ça. Quand je dis un marathon, c'est qu'en fait, vu que c'est un ultra, on demande un marathon et plus. Donc ça pourrait être un 50 km, ça pourrait être une autre course, mais c'est vraiment... avec un semi, ça marcherait pas, par exemple. Mais c'est ça. Okay. Donc là, au programme, c'est ça. Encore un bel été de course. C'est sûr, c'est officiel. Le Marathon Beneva de Montréal. Voilà, Marathon de Beneva, on va y participer comme chaque année. Je l'ai fait 5 fois et je l'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup courir. On est à la maison. Rien de plus nice que de courir à la maison. C'est vrai. Si on ne court pas, on va cheer anyway, mais là, je serai là cette année encore. 21-22 septembre prochain pour le Marathon Bénévole de Montréal. Puis moi, on sera là pour vous donner le départ sur la ligne, sur le fil de départ. Merci d'être passé, Sabrina, vraiment. Merci, Max. Merci, Elissa. Merci. Et puis, à bientôt pour d'autres conversations. J'ai toujours plein de choses à raconter, vous allez voir, mais... on en garde pour une prochaine fois. S'il y a une saison 2, on te réinvite, c'est officiel. Parfait. Un gros merci d'être passé. Merci, Lisa. Merci. La semaine prochaine, Valérie Chouinard, Odette, on va parler de performance à travers la technologie. Ça, c'est bien intéressant. On en a parlé un peu tantôt. Se mettre de la pression avec Strava, se mettre de la pression avec des applications, se comparer. Ça va être bien intéressant. Puis aussi, on va parler de s'entraîner, être en couple, et devoir rentrer des horaires d'entraînement. Puis est-ce qu'on a besoin, en fait, puis on va avoir une bonne question pour Valérie, est-ce qu'il faut être en couple avec un coureur pour courir? C'est une bonne question, parce que je pense que quand tu t'entraînes pour des événements d'endurance, ça demande beaucoup de temps, comme on parlait, donc je pense que c'est presque... La réponse dans le prochain épisode. Salut tout le monde. Bye bye. Pourquoi tu cours? Présenté par le Marathon Beneva de Montréal.